Bonjour, donc je vous rappelle toujours que dans le cadre des tests de significativité partielle, qui consiste à tester est-ce que les paramètres des modèles sont significativement différents de zéro ou non, c'est un test qui se base sur le test de Student, contrairement au test précédent qui se base sur le test de Fisher. Toujours, on passe par la formulation des hypothèses, la détermination c'est-à-dire de la statistique de ce qui va nous permettre de prendre la décision, accepter H0 ou bien H1. Il faut déterminer ici, comme vous le constatez, c'est moins 0. Pourquoi? Parce qu'on a déjà mis c'est alpha 0, c'est 0, d'accord? Et il faut passer par la détermination de l'écart type de la constante. On a déjà vu ça auparavant, l'écart type de la constante. Il faut, si jamais vous constatez que la variance de l'erreur est inconnue, donc son estimateur, nous l'avons bien déterminé. C'est la même chose que nous avons bien trouvé dans le tableau de l'analyse de la variance. Il faut toujours faire attention. Comme vous le constatez ici, c'est 1,048 fois 10 à la puissance moins 4. Nous l'avons déjà déterminé. Et voilà, donc on détermine, c'est-à-dire l'écart type de la constante. Si on remplace chaque terme par sa valeur dans la formulation de t calculé, on va trouver comme quoi t calculé est égal à 72,65. À comparer avec, comme nous l'avons déjà fait auparavant pour le test de Fischer, à comparer avec t lu sur la table c'est-à-dire de student. Là, donc c'est la table de student avec 5% et 50 degrés de liberté. Il y a deux façons de le faire. J'ai oublié d'expliquer la dernière fois dans le cours. Il y a deux façons de le faire. Si jamais vous avez un degré de liberté qui est supérieur à 30, on passe directement par l'approximation de la loi des students, par la loi normale centrée réduite. Ou bien on garde la loi, si vous avez la table, si je consulte par exemple la table de Fischer, vous allez constater sur la table de Fischer, je peux très bien, c'est-à-dire regarder si jamais vous avez le degré de liberté 50, donc vous avez ici 50, voilà, vous avez donc 50 avec 5%, donc avec 0,95, voilà 5%, c'est donc le T approximativement est égal à voilà est égal à 72, pardon, voilà donc T pardon, ça c'est la loi de Q2, je m'excuse. En principe, la loi de Student, voilà, avec 5% et avec un degré de liberté est égal à 50, je peux faire l'approximation soit par 40 ou bien 80. Donc ici, comme vous le voyez, c'est 40 ou bien 80, c'est approximativement 80 avec 0,05, c'est voilà 0,05, c'est 1,97, donc soit 1,99 ou bien 2,02. Donc, vous constatez ici, si vous utilisez la table c'est-à-dire de student, je vais prendre soit 2,02, la valeur la plus proche à 50, c'est 40, ou bien, si jamais vous avez fait l'approximation de la loi de student par la loi normale centrée réduite, vous allez voir comme quoi c'est-à-dire les valeurs sont proches. Donc, nous avons sur la loi normale, avec 5%, on a déjà déterminé qu'on peut sur 5, avec 5%, le T est égal à 1,96. Donc, voilà, est égal à 1,96. Voilà, 1,96. Donc, le T est égal à 1,96. Donc, 1,96 et approximativement 1,99, la différence est infinitésimale. Donc la différence, elle est infinitésimale. C'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez ici sur la dessus, lorsque n augmente indéfiniment, on trouve les mêmes valeurs que celles sur la loi normale, c'est-à-dire la loi normale centrée réduite ou bien la loi de Fischer. Donc voilà, donc si vous avez un degré de liberté, comme je l'ai expliqué, qui dépasse largement 30, l'approximation par la loi normale, elle est bien justifiée. Bien, donc voilà pour le test c'est-à-dire de alpha. Maintenant, relativement au test de bêta, on va suivre la même démarche. Donc, la constante est significative. Au risque de 5%, le bêta, la même chose. On calcule la statistique de student. Voilà, donc il faut calculer, déterminer l'écart type de la pente. Une fois qu'on fait l'application, on remplace chaque terme par sa valeur, on va trouver un t calculé approximativement est égal à 25. Donc 25 est largement
supérieur au TLU, parce que nous avons déjà déterminé TLU, soit on utilise la table de la loi du student, ou bien on utilise la table de la loi normale par l'approximation, c'est 1,96, et est largement inférieur au T calculé, c'est la raison pour laquelle on va accepter H1. Donc on va accepter H1, et par conséquent, la pente est significativement différente de 0. Donc il faut bien, une petite remarque, il faut bien comparer toujours c'est-à-dire ce résultat. Ici, nous avons trouvé que la pente est significativement différente de 0 avec le test que vous avez fait de R carré. Le R carré, on a déjà dit comme quoi, pour tester la significativité globale du modèle, soit qu'il faut passer par cette hypothèse, R carré est égal à 0, R carré différent de 0, ou bien je peux mettre à 0, bêta égal à 0, bêta différent de 0, ils doivent donner le même résultat. Ici, on a déjà le test de Fisher, on a accepté H1, donc c'est le même résultat, les deux résultats sont concordante. Oui, c'est le même résultat, c'est la raison pour laquelle il faut bien faire attention, si jamais. Si on trouve, par exemple, ici, pour le test de bêta, on trouve, par exemple, on accepte H0, faites attention, il y a une contradiction au niveau des résultats du test. Bien. Il y a un autre exercice qui porte sur, nous l'avons déjà traité, donc vous avez sur 20 observations, vous avez les données de Y et les données de X. On vous demande de calculer le coefficient de corrélation, de faire le test, etc. Estimer les paramètres des modèles bêta 0 et bêta 1, etc. On déduire les résidus, on a déjà donné des éléments de réponse sur ça. Estimer la variance résiduelle et les écarts types, on a déjà traité cette question. Maintenant, on vous demande de faire le test de la pente. Voilà, donc on vous demande un certain nombre de questions. Pourquoi cette hypothèse est importante uniquement sur la pente, donner l'intervalle de confiance c'est-à-dire de bêta 1. Par la suite, on vous demande de faire les deux tests suivants. On a changé un petit peu c'est-à-dire les normes ou bien les standards. Par la suite, on vous demande de déterminer, c'est-à-dire les éléments de l'analyse de la variance. On vous demande de déterminer le coefficient de détermination R carré et de déduire le coefficient de corrélation linéaire. On vous demande de dresser le tableau d'analyse de la variance et d'effectuer le test de signification globale. On vous demande de déterminer, donner l'intervalle de confiance à 95% de la variance de l'erreur. Et la dernière question, il porte sur les prévisions. Les prévisions dans la mesure, comme vous le constatez, calculer les prévisions assorties de leur écart type et leurs intervalles de confiance à 95% pour les périodes 21 à 22. Supposons comme quoi les données qu'on a, ils varient de 1 à 20. La dernière observation, c'est 20. Maintenant, sur la base des estimations que vous avez faites, on vous demande de faire des extrapolations, des prévisions pour la période 21 et la période 22, tout en sachant que vous avez les valeurs prévues de la variable exogène. Pour la période 21, vous avez 140 et pour la période 22, vous avez 120. Sinon, on ne peut pas faire les prévisions et vous allez voir ça, je pense, plus en détail dans un cours du semestre 6, je pense, les techniques de simulation et de prévision. Bien. Relativement à la première question, je pense qu'on a déjà déterminé, on a déjà répondu, on a déjà estimé, on a déterminé le coefficient de corrélation linéaire, on a, on a passé par ce genre de questions, on a déterminé, c'est-à-dire les paramètres des modèles, voilà, on a estimé la constante et la pente, on a, c'est-à-dire déduit ce qu'on appelle les erreurs pour le résidu pour chaque observation et on a déduit le résidu au carré afin de déterminer l'estimateur de la variance de l'erreur, comme nous l'avons déjà fait, voilà, l'estimateur, on aura besoin de ça dans le tableau de l'analyse de la variance. On a déterminé c'est-à-dire les écarts types de chaque des coefficients, à savoir la constante. Vous allez voir l'utilité de cet écart type pour faire des tests de student. On aura besoin de l'écart type de la constante et de l'écart type de la pente. Maintenant, relativement au premier test, nous l'avons déjà fait auparavant dans l'exercice précédent, bêta 1 est égal à 0, bêta 1 différent de 0. Donc, je pense que la statistique de student, vous allez prendre le bêta chapeau qu'on a déjà estimé. Donc, on a déjà estimé bêta chapeau est égal à, je pense, 0,0. Donc, voilà, donc bêta chapeau est égal à voilà, 0,6066, d'accord, bêta chapeau, divisé par son écart type. Donc, je remplace chaque terme par sa valeur. Je trouve qu'on peut le t calculé est égal à 3,79.
Donc, à comparer cette statistique, il faut la comparer. Il suit une loi de student à n-1 degré, moins 2, pardon, degré de liberté. Il est 2. Pourquoi moins 2, c'est la constante et la pente. Donc, sur la table de Fisher, ici, je ne peux pas faire l'approximation. Je dois garder la statistique de student. Donc, je peux faire l'approximation par la norme normale pour que vous avez un degré de liberté égal à 18. Donc, voilà, sur la table de student avec un degré de liberté 18, vous allez trouver 2,21, 2,1. Voilà, donc 2,1. Je vais vérifier avec un degré de liberté 18. Avec un degré de liberté 18, voilà, avec un degré de liberté 18, voilà 18, voilà 18, et avec 5%, c'est 2,1, voilà, 2,1. D'accord? Donc, une fois que vous avez déterminé la valeur de, c'est-à-dire la valeur de t, d'accord, c'est-à-dire, pardon, la valeur de tlu, voilà, 2,1, donc je vais accepter, à comparer avec t calculé, je vais accepter H1, autrement dit, la pente, elle est significativement différente de 0. L'autre question qui porte sur l'utilité de cette hypothèse dans un modèle de régression simple, c'est une hypothèse très importante dans la mesure où il va vous donner une idée sur est-ce que le modèle ou bien est-ce que la variable exogène contribue à l'explication ou non de la variable endogène y de t. Donc si j'arrive par exemple, supposons ici que j'ai accepté H0, ça veut dire que ce n'est pas la peine de continuer, le modèle n'est pas significatif, mais avec le test de R carré, vous allez trouver la même chose. Bien, maintenant relativement à l'intervalle de confiance de bêta 1. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué auparavant, pour estimer le paramètre bêta 1, la pente, il y a deux façons de le faire, soit par un estimateur ponctuel, comme nous l'avons déjà fait auparavant, avec la méthode des moindres carrés ordinaires, ou bien je peux le mettre dans un intervalle de confiance en encadrant la valeur de bêta 1. Comme vous le voyez, vous avez la borne inférieure et vous avez la borne supérieure. Donc la borne inférieure, vous avez bêta chapeau 1 moins t. C'est t, comme nous l'avons déjà vu, il faut utiliser la loi en considération, c'est la loi de student avec n-2 degrés de liberté, nous l'avons déjà vérifié, de moins 1. Et nous avons déjà déterminé l'écart type de la pente. Donc, si je remplace chaque terme par sa valeur, je trouve comme quoi je vais encadrer bêta 1, ou bien le paramètre, ou bien la pente, entre les deux valeurs, entre 2,27 et 0,9426. L'interprétation, on peut dire qu'on a 95 chances sur 100 pour que bêta, la pente, soit comprise entre les deux valeurs. Donc, ça, c'est un estimateur par intervalle de confiance. Et notre remarque intéressante, si jamais vous déterminez l'intervalle de confiance, il va vous donner une idée sur le test que vous avez fait. Regardez bien ici, vous avez déjà fait le test de la pente par rapport à 0 et vous avez accepté H1. Et si jamais vous avez déterminé l'intervalle de confiance, ça va vous donner une idée sur le 0. Donc on constate que si jamais vous cherchez à tester par rapport à l'hypothèse 0, 0 n'appartient pas à cet intervalle. D'accord? 0 n'appartient pas. Donc si 0 n'appartient pas à cet intervalle, je vais accepter H1. S'il appartient, je vais accepter H0. Donc 0, comme vous le voyez, entre 0,27 et 0,94 n'appartient pas. Donc ça permet c'est-à-dire de confirmer le résultat que je viens de trouver auparavant. D'accord? Maintenant, un autre test qui complète le test qu'on a fait maintenant. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on compare par rapport à 0. Mais supposons qu'on a changé, c'est-à-dire la norme, au lieu de 0, 0,25, il faut bien faire attention. Bêta 1, le t calculé, bêta 1, moins 0,5. Auparavant, on a fait moins 0. Pourquoi? Parce que nous comparons par rapport à 0. Et je pense que la démarche reste la même. Donc, vous allez calculer t, c'est-à-dire t calculé, voilà, à comparer avec t lu. Vous constatez ici, nous avons le t calculé, il est inférieur à t lu, 2,1, donc on va accepter H0. Donc la pente n'est pas significativement différente de 0,5 au risque de 5%. Donc voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter la suite.